Le prix de vos courses n'augmente pas à cause de la cupidité des entreprises ou des dépenses publiques. Et si la vraie raison de la hausse des coûts était à des milliers de kilomètres? Une zone du Pacifique a atteint des températures records, dévastant les récoltes mondiales de cacao et de café. Les agriculteurs font face à un effondrement financier, et votre café du matin est devenu une victime collatérale de la géopolitique. La taxe cachée que vous payez ne va pas au gouvernement. Elle est engloutie par l'océan Pacifique. Chapitre 1. La tablette de chocolat à 12 $, le dernier El Niño en 2023 et 2024, a causé des ravages sans précédent dans l'agriculture mondiale, y compris d'importantes perturbations dans l'approvisionnement en cacao, en grains de café et même en eau. Les contrats à terme sur le cacao ont grimpé à plus de 1500 entre juin 2023 et la fin 2024, atteignant un pic de près de 12 200 $ par tonne impériale. Le prix de l'argent a été multiplié par 5 en un an. Cet El Niño, jugé fort, a largement contribué à faire de 2024 l'année la plus chaude enregistrée. Et ça, c'était littéralement l'échauffement. Cette fois, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, ou NOAA, prévoit un super El Niño, le plus fort depuis 150 ans. Pour aggraver les choses, il devrait arriver à l'été 2026 et durer jusqu'en février 2027. Le El Niño 2023-2024 a causé sécheresse, inondations, incendies majeurs et gravement touché l'agriculture, provoquant interdiction d'exportation et pénurie de cultures essentielles comme le riz. Cela a provoqué des retards dans le transport maritime et des pénuries d'électricité en raison de la baisse du niveau de l'eau. La combinaison de ces facteurs a entraîné une flambée des prix alimentaires à l'échelle mondiale. C'était un El Niño particulièrement puissant. Imaginez maintenant les ravages qu'un super El Niño va provoquer. C'est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent et de plus en plus puissant. Des scientifiques alertent que nous pourrions déjà être dans un état d'El Niño quasi permanent. Le prix des cultures clés devrait augmenter fortement, car les effets peuvent durer jusqu'à 3 ans après l'événement. Les prix du cacao ont chuté de 70% depuis le pic record d'El Niño en 2024, mais le prix du chocolat, lui, n'a pas baissé, même de loin. Si ce n'était pas grâce aux mesures prises par les fabricants, ce serait probablement bien plus cher que ça ne l'est déjà. Pour maîtriser les prix, les fabricants de confiserie ont dû recourir à la shrinkflation, proposant des barres de chocolat plus petites au même prix. La dernière victime est la barre Mars Standard, qui est passée de 1,8 onces à 1,41 onces en avril 2026. Des entreprises comme Lindt et Sprüngli, Montalet et le fournisseur d'ingrédients Barry Callebaut ont également rogné sur la qualité. Ils remplacent le beurre de cacao par du beurre de karité et de l'huile de palme. Certains optent pour de l'extrait de levure ou des substituts de cacao issus de graines de raisin et de tournesol grillés. El Niño a déjà rendu les barres de chocolat plus petites, moins chocolatées et plus chères. Maintenant, les prix du cacao vont de nouveau fortement augmenter. Impossible d'y échapper. Vos finances sont à la merci d'El Niño. Le changement climatique est réel et perceptible à la caisse, mais ses effets ne touchent pas seulement les cultures. Chapitre 2. Le point d'étranglement de Panama. El Niño a aussi causé des sécheresses, réduisant le niveau d'eau sur les routes maritimes clés. Les signes avant-coureurs étaient déjà là pendant l'épisode El Niño de 2023-2024, en particulier dans le canal de Panama. Le canal long de 51 miles est le point d'étranglement le plus critique pour le commerce agricole des États-Unis. Environ 14 à 17% de toutes les exportations agricoles américaines en volume transitent par le canal. Plus important encore pour vos courses, environ 40% du trafic de conteneurs américains passe par le canal. Cela comprend beaucoup de fruits, légumes, matières premières comme le cacao et aliments transformés importés. Les perturbations du canal impactent la chaîne d'approvisionnement. Elles finissent par toucher votre portefeuille. En 2023, l'autorité du canal de Panama a mis en place de nouvelles réglementations permettant un maximum de 22 créneaux quotidiens pour le passage des navires. Ils s'attendaient à une augmentation du trafic. Et puis El Niño est arrivé. Cela a causé une grave sécheresse dans le lac Gatun, zone clé du canal qui alimente ses écluses en eau douce. Le canal déverse suffisamment d'eau du lac pour remplir 76 piscines olympiques à chaque passage de navire. La sécheresse a fait baisser le niveau de l'eau, réduisant le passage des navires. En février 2024, l'autorité a pu réviser le chiffre, grâce à des pluies inattendues, et l'augmenter à 24. Mais cela restait inférieur aux 36 à 38 navires, qui transitent normalement par le canal chaque jour. L'impact a été énorme. Cela a créé une file d'attente de navires qui n'a cessé de croître. À un moment donné, en août, il y avait plus de 160 navires dans la file d'attente. Certains ont abandonné, préférant ajouter des milliers de kilomètres, des millions de dollars et du temps de transit à leur trajet.
Ils sont passés par la pointe de l'Amérique du Sud, le cap de Bonne-Espérance ou par le canal de Suez à la place. Les armateurs offraient jusqu'à 4 millions de dollars pour obtenir les créneaux libérés par ces navires, soit plus de 20 fois le tarif habituel. L'accumulation de retard s'est propagée dans la chaîne d'approvisionnement comme une contagion. Lorsque les navires ne pouvaient pas atteindre leur port de destination, les camions qui attendaient pour transporter leur cargaison restaient à l'arrêt. La sécheresse a causé des goulets d'étranglement, immobilisant assez de marchandises pour remplir une file de camions allant de New York à Londres. Les dégâts économiques sont allés bien au-delà du Panama. Les perturbations ont duré des mois. En Amérique du Sud, l'Amazone et ses affluents comme le Rio Negro ont atteint des niveaux historiquement bas, isolant des communautés et paralysant les économies locales. En octobre 2024, 8 mois après la fin d'El Niño, le Rio Negro est tombé à une profondeur de 12,65 m. C'était la profondeur la plus faible enregistrée depuis le début des mesures, en 1902. Les basses eaux ont bloqué des bateaux et des ferries, isolant des centaines de milliers de personnes au Brésil, au Pérou et en Colombie, lors d'un El Niño puissant. Le prochain sera encore plus fort. Si un seul El Niño peut paralyser le canal le plus vital du monde et le plus grand fleuve, que se passe-t-il lors d'un super El Niño ? Chapitre 3. Le piège énergétique. Nous en avons déjà eu un aperçu en 2023 et 2024 et nulle part cela n'a été plus dévastateur qu'en Zambie. Cette nation enclavée dépend de l'hydroélectricité pour 85% de son électricité. La majeure partie de cette énergie vient du barrage de Kariba. Kariba Nord est l'élément central du réseau hydroélectrique zambien, fournissant près d'un tiers de l'électricité. Ou du moins, c'était le cas. La même sécheresse provoquée par El Niño qui a frappé le Panama a touché Kariba. En septembre 2024, la production de Kariba Nord avait chuté de 90%. Le stockage utile du lac, soit l'eau dédiée à l'électricité, était descendu à 1,1 m, l'un des plus bas niveaux historiques. Les autres centrales hydroélectriques de la Zambie étaient dans un état similaire. Le niveau d'eau à hauteur de genou a rapidement mis le pays à genoux. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La demande nationale d'électricité de la Zambie s'élève en moyenne à environ 2400 MW. En septembre, son approvisionnement était tombé à 900 MW, soit une réduction d'environ 60%. Pour stabiliser son réseau électrique en pleine chute, la compagnie nationale d'électricité, ZESCO, a été contrainte de mettre en place des coupures de courant tournantes, appelées délestage. À mesure que la crise s'aggravait, les coupures de courant ont été prolongées. Au pic de la crise, tout le pays est resté dans l'obscurité jusqu'à 21 h par jour. Les Zambiens s'étaient déjà habitués à des délestages de 4 à 8 heures, avant que les coupures de 21 h ne commencent en septembre 2024. 8 mois après, ils subissaient encore 17 heures de coupures d'électricité quotidienne. Aujourd'hui, le pays subit encore des délestages à cause d'un déficit énergétique non résolu. Les effets du dernier El Niño sur l'économie ont été graves. Production industrielle réduite, heures perdues et activité économique ralentie.
Mais la perte de production d'électricité a également eu un autre effet potentiellement plus désastreux à long terme, perturbant la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus vertes. Comme la plupart des pays, la Zambie s'efforce de diversifier son mix énergétique en introduisant des technologies plus propres. Le pays avait signé une série d'accords pour des centrales solaires. Cela comprend un accord de 2 milliards de dollars avec la société publique Masdar des Émirats Arabes Unis et un contrat d'achat d'électricité avec la canadienne Sky Power Global. Ils veulent fournir assez d'énergie solaire pour 4 millions de foyers. Désormais, la Zambie tente désespérément de maintenir l'alimentation électrique. Ils se tournent vers le charbon. En juin 2026, la branche d'investissement public du pays, ZCCM Investments Holdings, a annoncé un partenariat avec la société chinoise Wonderful Group Services Limited. L'objectif est de créer une grande centrale thermique au charbon, prévue pour produire jusqu'à 600 MW d'électricité. Le gouvernement n'a pas d'alternative. Il doit maintenir les mines, faire tourner les usines et garder les foyers connectés, pendant que les renouvelables se développent. Il affirme que le charbon offre ce que le solaire et l'hydroélectrique ne peuvent pas. Il produit de l'électricité 24 heures sur 24 indépendamment des précipitations, de la couverture nuageuse ou des conditions météorologiques saisonnières. Mais il accélère aussi une catastrophe climatique mondiale. On échange la survie à court terme contre une catastrophe à long terme. Dans un cruel retournement, la transition vers l'énergie verte est sabotée par le changement climatique qu'elle doit combattre, et les conséquences vont au-delà des pénuries d'électricité. Chapitre 4. Les guerres du riz. Le manque d'eau ne provoque pas seulement des coupures d'électricité, il vide les réserves alimentaires mondiales, augmentant le risque de famine généralisée, et faisant grimper les prix des denrées de base rares, comme le riz. Au cours de la dernière décennie, l'Inde est devenue le premier exportateur de riz, représentant 40% des exportations mondiales de riz, en 2022 et 2023. Toute perturbation des exportations indiennes a un impact mondial majeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'El Niño de 2023, 2024 partout en Asie. Le riz est la base de l'alimentation des populations. Il fournit entre 40 et 67% des calories totales consommées. Du Bangladesh au Népal, des pays dépendent beaucoup des importations indiennes. C'est pourquoi la panique s'est répandue en juillet 2023, lorsque l'Inde a soudainement interdit, avec effet immédiat, l'exportation de riz non basmati. Plus de 40 pays dépendent de l'Inde pour plus de la moitié de leurs importations de riz. Et l'interdiction a touché environ 25% du total des exportations de riz de l'Inde. Cela a provoqué une panique immédiate. L'interdiction a duré environ 14 mois, le gouvernement indien l'ayant levée en septembre 2024. Pendant cette période, les exportations totales de riz de l'Inde ont chuté de 34% par rapport à l'année précédente. Les exportations de riz blanc non basmati ont chuté de 88%. C'était l'équivalent calorique de retirer chaque grain de riz des rayons de tous les Walmart aux États-Unis. Le résultat ? Une flambée massive des prix du riz dans le monde entier. Des pays d'Asie et d'Afrique subsaharienne ont cherché de nouveaux fournisseurs, mais la Thaïlande, le Vietnam et d'autres grands exportateurs étaient aussi touchés par El Niño. En février 2024, le prix du riz thaïlandais de référence avait grimpé de 22%, atteignant des niveaux jamais vus depuis 15 ans. Le choc ne s'est pas arrêté là. Les prix du riz ont fortement augmenté en Asie et en Afrique, affectant surtout le Népal, les Philippines et le Sénégal. Ces perturbations ont sûrement aggravé l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans certains des endroits qui pouvaient le moins se le permettre. Les pertes de bien-être, rien qu'en Afrique subsaharienne, sont estimées à environ 353 millions de dollars comme conséquence directe de l'interdiction. Depuis la levée de l'interdiction, l'Inde et d'autres pays ont accru leur approvisionnement. Cela a contribué à une baisse significative des prix, qui sont revenus à des niveaux plus normaux, jusqu'à ce que le prochain Super El Niño frappe. Si l'approvisionnement national est menacé, l'Inde a montré sa volonté de stopper les exportations pour stabiliser son marché intérieur. Et il n'y a pas que le riz. Toutes les cultures gourmandes en eau comme le sucre, l'huile de palme et le coton sont en danger. Rien ne déstabilise plus vite les sociétés que le fait que les aliments de base deviennent rares et inabordables, surtout dans les pays en développement. Les migrations, l'instabilité géopolitique, les conflits et la hausse des prix alimentaires pourraient devenir plus fréquents. La tablette de chocolat à 12 $, les pénuries d'eau et les crises du riz ne sont pas des catastrophes isolées. Elles sont liées par un immense système atmosphérique et ce système est en train de s'effondrer. Chapitre 5. Le moteur invisible. Concernant El Niño, l'attention s'est surtout portée sur la hausse des températures de surface de la mer dans le Pacifique tropical. Cela cause des précipitations irrégulières, des sécheresses, des inondations et de nombreux autres problèmes climatiques. Ces enjeux sont réels, mais la hausse des températures n'est pas le danger principal. El Niño bouleverse la machine mondiale des pluies, aux conséquences potentiellement inimaginables.
La circulation atmosphérique est-ouest au-dessus de l'océan Pacifique est connue sous le nom de circulation de Walker, et ces régimes de vent déterminent les flux du commerce mondial. Ils sont essentiels à la formation du climat mondial. L'air monte dans l'ouest tropical du Pacifique et voyage vers l'est en haute altitude. L'air redescend ensuite à la surface, au-dessus de l'est de l'océan Pacifique, où les vents de surface le ramènent vers l'ouest. Ce n'est pas toujours constant. Il est parfois plus faible, parfois plus fort. Lors d'un épisode El Niño, la circulation de Walker s'affaiblit, ce qui réduit les vents d'est à travers le Pacifique tropical. Ce changement perturbe les régimes météorologiques mondiaux. Dans le Pacifique occidental, notamment en Indonésie et Australie, il fait plus chaud et sec, causant souvent des sécheresses. Parallèlement, le Pacifique oriental subit l'effet contraire, pluies abondantes et inondations au Pérou et en Équateur, créant un fort déséquilibre. Certaines régions reçoivent beaucoup trop de pluie, d'autres beaucoup trop peu, et les conséquences se répercutent sur la production agricole, le risque de catastrophe et l'instabilité économique à l'échelle mondiale. Et votre facture de course. Pendant l'épisode El Niño 23-24, les températures maximales de surface de la mer ont atteint environ 29 à 30 degrés Celsius, la 5e valeur, la plus élevée jamais enregistrée. Cette fois, la circulation de Walker n'a pas autant faibli que prévu. L'effet des eaux plus chaudes du Pacifique a été partiellement compensé par une chaleur sans précédent dans les océans Indien et Atlantique tropicaux. Cette chaleur a provoqué des changements atmosphériques, renforçant les alizés et la circulation de Walker, neutralisant l'influence du Pacifique. Ainsi, les anomalies moyennes de précipitations dans le Pacifique tropical étaient bien inférieures aux prévisions, mais il serait faux de croire que nous avons été épargnés. Ce n'est pas le cas, car l'effet de ce moteur de pluie défaillant ne reste pas cantonné aux tropiques. Il traque activement le reste du globe, par le biais de la déformation du courant jet. Les précipitations tropicales fournissent la chaleur alimentant les ondes atmosphériques mondiales. Comme l'effet sur la circulation de Walker était faible en 23 et 24, l'événement n'a pas réussi à déclencher de fortes téléconnexions extratropicales supplémentaires. Les téléconnexions sont des schémas récurrents de pression atmosphérique et de circulation reliant des anomalies climatiques sur des milliers de kilomètres. Elles servent de pont, permettant aux variations météorologiques d'une région d'influencer le temps dans une autre région. Les téléconnexions durent de quelques semaines à plusieurs mois et reviennent souvent en cycle. Cela les rend cruciales pour les prévisions saisonnières. En surveillant les régions sources, les météorologues anticipent le temps dans des zones éloignées plusieurs mois à l'avance. C'est donc un outil puissant pour se préparer aux sécheresses, inondations et vagues de chaleur extrêmes, tout en aidant à maintenir des prix bas. Les faibles téléconnexions de 2023-2024 ont eu 3 conséquences majeures et totalement inattendues. Les météorologues prévoyaient qu'une circulation de Walker plus faible apporterait enfin un hiver humide au sud des États-Unis et à la Californie. La région subissait une grave sécheresse, et l'hiver humide attendu n'est jamais arrivé, prolongeant la sécheresse. Deuxièmement, si El Niño a un avantage, c'est qu'il freine souvent l'activité des ouragans, car le cisaillement vertical des vents tend à les détruire. Cependant, la faible réponse de la circulation atmosphérique a empêché ce cisaillement de se manifester sur les Caraïbes et l'Atlantique comme prévu. La saison des ouragans 2023 a ainsi été la 4e plus active jamais enregistrée. De plus, les prévisions saisonnières sont désormais peu fiables. Les liens entre température de surface du Pacifique et schémas climatiques mondiaux se sont effondrés. Donc, même lorsque El Niño agit différemment de ce à quoi on s'attendait, son impact reste sévère, et cela s'explique par le fait que ses effets ne se limitent pas seulement aux tropiques et aux régions côtières. Chapitre 6. La déformation du courant G. La planète forme un immense système météorologique interconnecté, et les effets d'El Niño se font sentir partout, d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis, cela bouleverse les régimes météorologiques, à cause de l'impact d'El Niño sur un système météorologique planétaire crucial, les ondes de Rossby. Aussi appelées ondes planétaires, ce sont des ondes inertielles présentes dans les fluides en rotation. Elles sont présentes dans les atmosphères et océans terrestres et d'autres planètes à cause de la rotation planétaire. Les ondes de Rossby, grands motifs atmosphériques et océaniques, façonnent les conditions météorologiques mondiales en dirigeant systèmes de pression et courants jet. Dans l'océan, elles se déplacent le long des frontières entre les eaux de surface chaude et les couches profondes plus froides. El Niño perturbe tout ce système. Il déplace la principale source d'énergie atmosphérique, la source des ondes de Rossby, du Pacifique occidental, vers le centre ou l'est du Pacifique. Lors d'El Niño, les eaux chaudes du centre et de l'est du Pacifique provoquent une forte ascension de l'air et d'importantes précipitations. Cela force l'air à se disperser en altitude dans l'atmosphère, créant une région que les météorologues appellent la divergence dans la haute troposphère.
Quand ce flux d'air interagit avec la rotation terrestre et les régimes de vent, il crée une puissante source d'ondes de Rossby. Cette source agit comme un signal de départ, lançant un train d'ondes de Rossby stationnaire qui se déplace vers le nord-est, le long du courant jet, jusqu'aux latitudes moyennes. Aux États-Unis, cela provoque souvent un système de basse pression persistant sur le golfe d'Alaska, caractéristique majeure des hivers El Niño. Les conditions sèches s'installent souvent dans l'ouest du Canada et le nord des États-Unis, tandis que tempêtes et airs frais touchent le sud des États-Unis. Pas de neige dans le Midwest, des tempêtes inhabituelles et violentes en Californie. Voilà pourquoi. Mais cela concerne aussi le monde entier. Via les téléconnexions, les effets sont mondiaux. Ces puissants trains d'ondes peuvent se propager vers la stratosphère, où ils affaiblissent le vortex polaire. Cette perturbation peut ensuite descendre, causant des réchauffements soudains, et souvent des hivers plus froids en Europe. Au même moment, le même système peut provoquer des chaleurs extrêmes dans des régions comme le Sahel en Afrique. Aucun endroit n'est épargné. Les ondes de Rossby pouvant devenir stationnaires, elles bloquent les systèmes météorologiques en place. Cela conduit à des extrêmes prolongés, des sécheresses persistantes sous une haute pression constante, ou des pluies diluviennes sous des systèmes de basse pression stationnaires, et des conditions météorologiques anormales persistantes n'entraînent qu'une seule chose, des prix plus élevés à la caisse. Vous pensez peut-être qu'El Niño ne revient que tous les 2 ans, et que ses effets sont donc temporaires. C'est malheureusement le meilleur scénario possible. Le plus inquiétant, c'est que nous entrons dans un état permanent d'El Niño, avec un affaiblissement durable de la remontée d'eau froide du Pacifique. Les années les plus fraîches aujourd'hui sont désormais plus chaudes que les années les plus chaudes des années 80, et cette tendance s'accélère clairement. Chapitre 7. La mort du cycle. Malgré tous les ravages qu'il a causés et qu'il cause encore, l'El Niño de 23 à 24 a été plus doux que prévu. Même ainsi, les températures de surface des mers mondiales en 2023 et 2024 ont dépassé celles du Super El Niño de 1997 998 de 0,2 à 0,3 degrés Celsius en moyenne sur l'ensemble de la surface océanique. Pour mettre le réchauffement des océans en perspective, les océans absorbent une quantité d'énergie équivalente à 5 bombes nucléaires d'Hiroshima chaque seconde. Le monde subit encore les conséquences du dernier El Niño. L'effet de rémanence de la chaleur résiduelle a été encore plus dévastateur que les perturbations causées par El Niño lui-même. Maintenant, le phénomène actuel est en cours, et on s'attend à ce qu'il soit le plus puissant depuis les années 1870. Mais avant même que nous ayons eu la chance de nous remettre de celui-ci ou de ses conséquences, le prochain El Niño arrivera, puis le suivant. Les perspectives d'un allègement de vos factures alimentaires et d'énergie sont de plus en plus sombres. Les pénuries alimentaires et les chocs d'approvisionnement ont de fortes chances de se multiplier et de s'aggraver. Il en va de même pour l'instabilité politique et les conflits. Mais il y a un autre facteur induit par El Niño qui contribue également de manière significative à la pression inflationniste sur tous les biens et services. Le monde moderne devient impossible à assurer. Chapitre 8, clause d'assurance. Les impacts d'El Niño sur les téléconnexions font grimper les primes d'assurance mondiale en provoquant des phénomènes météorologiques extrêmes, simultanés, généralisés et imprévisibles, qui dépassent les modèles de risque traditionnels et épuisent le capital de réassurance. Un super. El Niño est un événement capable d'affecter les risques à travers différentes zones géographiques, périls et branches d'assurance. Les impacts potentiels sont difficiles, voire impossibles à prévoir. Pour les assureurs, c'est le pire cauchemar. Les épisodes d'El Niño peuvent alors déclencher simultanément des pertes dues aux inondations dans une région, des sinistres liés à la sécheresse dans une autre, et une exposition aux incendies de forêt ailleurs. Cela signifie plus de sinistres et des coûts de réassurance plus élevés. Cela inquiète surtout aux États-Unis, où beaucoup de personnes en zones inondables sont sous-assurées, les assurances d'habitation classiques n'incluant pas ce risque. Vous devinez sûrement la suite, des primes plus élevées sur toute la ligne. Et en plus de toutes les autres pressions inflationnistes, ces primes plus élevées seront répercutées sur les consommateurs, ce qui fera encore augmenter les prix. L'ancienne normalité a disparu, El Niño l'a effacée. C'est la nouvelle normalité, et la meilleure façon de s'y adapter est simplement de s'y habituer. D'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive dans le monde, on finit toujours par payer plus cher. Comprendre pourquoi complique les choses. Nous l'expliquons dans notre vidéo sur l'inflation. Pourquoi les prix ne restent-ils pas stables ? Ou regardez plutôt cette vidéo.